Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Strasbourg pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, un reportage direction les Pays-Bas. Focus sur un mouvement populiste, le PVV, Parti pour la liberté de Geert Wilders. Geert Wilders qui a fait scandale il y a peu en demandant si ses électeurs voulaient plus ou moins de Marocains. À grand renfort de formules choc et de rhétorique simpliste, les leaders de ces mouvements populistes ont réussi à se construire une façade respectable, capte l'adhésion de citoyens toujours plus nombreux, avec en ligne de mire les élections européennes. Mais l'actualité, c'est l'Ukraine. L'Ukraine au bord de la guerre civile. C'est Vladimir Poutine qui le dit. L'occupation de partisans pro-russes à l'Est menace le pays d'éclatement. À Kiev, la capitale de l'Ukraine, plutôt pro-européenne, c'est assez tendu, vous allez le voir. Regardez notre reportage. La place Maïdan, au centre de Kiev. Et ses militants pro-européens, toujours là. Ici, la place de l'Europe. Dans ce bâtiment vivent 24 heures sur 24 ces hommes en treillis. Ce sont des miliciens pro-Kiev. La situation est tendue, ils sont là pour contrer les militants pro-russes qui voudraient s'aventurer et envahir le bâtiment public de la capitale. Notre présence les inquiète. Et qui c'est ce mec-là? Non, vous inquiétez pas, c'est pas un russe, c'est un journaliste français. Il est là pour raconter ce qui se passe en Ukraine. Ceux-là nettoient la place, les restes de la révolution qui a destitué le président pro-russe le 22 février dernier. Ici, on n'a peur que les violences reviennent. On se rappelle encore la 60aine de victimes de la place Maïdan. Des hommes, des femmes tués par balles par les milices pro-russes du président Yanukovych. C'était il y a 2 mois, lors de la Révolution. Elle a décidé de voir de ses propres yeux. Et Elisabeth Guigou est venue prendre le pouls de la situation plutôt tendue en Ukraine. Elle n'était pas seule. La présidente de la Commission des Affaires étrangères était accompagnée de ses homologues allemands et polonais. C'est la première fois que des parlementaires des pays composant le triangle de Weimar, France, Allemagne, Pologne, se rendent ensemble en mission dans un pays tiers. Au menu, une rencontre avec les grands chefs de l'ex-opposition en Ukraine. Ici, avec l'ex-champion de boxe, Vitaly Klitschko, l'un des chefs de file du mouvement pro-européen en Ukraine. On est européen. On est européen géographiquement, dans la mentalité, avec notre culture, notre histoire. On est européen et on veut construire un mode de vie à l'européenne. Et ceux qui disent que votre mouvement est un mouvement fasciste? C'est de la propagande. C'est de la propagande de Moscou, c'est faux. Là, avec l'égérie de la Révolution orange, Yulia Tymoshenko. Elle a passé 2 ans et demi dans les geôles du président pro-russe Yanukovych. Elle en a gardé des séquelles. Elle vient d'être libérée et est candidate à la présidentielle ukrainienne du 25 mai. Thank you very much for greeting us here. And good luck. Problème, le mouvement pro-européen est divisé. Klitschko et Tymoshenko se détestent. Le message de nos parlementaires est le suivant: soyez unis, arrêtez d'être divisés. Vous étiez divisés pendant la Révolution orange. Vous voyez à quoi cela vous a mené. Un exercice de diplomatie parlementaire. Ce que nous leur avons dit, c'est qu'il faut qu'au-delà de la compétition entre eux, qui est normale, il faut qu'il y ait au moins un message convergent sur la nécessité des réformes ensuite. Et ça, c'est vrai que la lutte contre la corruption est quelque chose qui doit absolument, enfin, dans ce pays, être mené. Dans la société civile, on est plutôt pessimiste. Tania est peintre. Ses pensées sont plutôt sombres. Elle a perdu beaucoup de ses amis lors de la Révolution il y a 2 mois. Ce que je demande à tous les Ukrainiens, c'est de rester unis, frères, même dans cette situation difficile. Un ton noir, du sang, le tableau que Tania craint pour son pays, l'Ukraine. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Marielle de Sarnez. Bonjour, vous êtes eurodéputée, Modem, UDI, l'Alternative. Vous venez voir ce reportage, est-ce que ça sert à quelque chose finalement, cette diplomatie parlementaire, ces parlementaires français, allemands, polonais? Oui, ça sert à ne pas oublier, ça sert à témoigner, ça sert à recevoir un certain nombre de messages et à en passer d'autres. Et dans une démocratie qui est en train de se construire de façon fragile, on le voit bien tous les jours en Ukraine, je crois que c'est important pour eux d'avoir du soutien et du témoignage. Vous avez fait partie d'une délégation vous aussi? Oui, je suis allée une fois au moment de la Révolution orange et je suis retournée 2 fois. Une fois au mois de décembre et une fois juste en plein
au moment des événements où il y a eu de nombreux morts sur la place de Maïdan. J'étais là-bas avec Guy Verhofstadt. Donc l'actualité elle est chaude aujourd'hui en Ukraine. Moscou, l'Europe accuse Moscou d'être à l'origine des heurts dans l'est du pays. Est-ce que vous êtes, Marielle de Sarnez, favorable à des sanctions économiques supplémentaires contre Moscou, sachant qu'elles pénaliseraient aussi les pays qui les prendraient, ces sanctions, donc la France? Je suis favorable à des sanctions économiques. Je suis favorable à ce que l'Union européenne reste forte, unie et ferme vis-à-vis de la Russie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer aussi. Il faut trouver une issue pour la désescalade. Je veux dire, tout ceci n'est pas possible. Il faut que Vladimir Poutine comprenne une chose, c'est que les Ukrainiens sont souverains et que l'Ukraine est souveraine. L'Ukraine n'est pas un pays dont la gestion dépend de la Russie. Et donc il faut qu'il accepte cela. Et en même temps, moi je ne comprends pas l'intérêt de Vladimir Poutine à mettre des chars partout, à agiter sa police militaire dans l'Est, à agiter les mêmes peurs en Transnistrie. Vous savez, quand Vladimir Poutine avait pris une loi à la Douma, il y a quelques mois de ça, ou quelques années, il faudrait qu'on retrouve la date exacte, permettant au fond aux autorités russes d'intervenir partout où, soi-disant, les intérêts des minorités russophones seraient mis en cause dans des pays en dehors de la Russie, ce jour-là, il y a eu effectivement un danger. Oui, donc il faut que l'Europe reste ferme vis-à-vis de Poutine. Vous êtes députée européenne. Oui. Ces sanctions, elles pourraient se retourner contre nous. L'Europe, elle dépend du gaz russe. Très bien, mais les Russes, ils dépendent aussi de ce qu'on paye en échange du gaz russe. 70% du gaz russe chez nous et 50% des rentrées financières pour eux. Et donc, s'il n'y a pas de gaz russe qui arrive chez nous, il n'y a pas non plus de rentrée financière pour lui. Donc, c'est pas si simple que ça, mais enfin, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que Vladimir Poutine comprenne que l'Ukraine veut avoir son propre avenir, son propre destin, et que c'est aux Ukrainiens d'en décider. Et par exemple, il faut laisser faire les élections du 25 mai. Après, moi, je crois que l'Ukraine pourrait trouver un chemin avec une constitution qui permette une forme de fédéralisme. Si les Ukrainiens en décident ainsi, ce n'est pas à Poutine de décider de la future constitution ou de dessiner la future Ukraine. Sur la situation globale, il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous. C'est le monsieur politique étrangère de la Russie. Il s'appelle Sergueï Lavrov. Vous l'écoutez et vous réagissez juste après. La violence à Maïdan, qui s'est terminée avec des douzaines et des douzaines de morts, était considérée comme de la démocratie. Tandis que les manifestations pacifiques qui ont lieu maintenant dans le sud-est de l'Ukraine sont considérées comme terroristes. Et les autorités ukrainiennes annoncent qu'ils vont utiliser l'armée pour mener une opération soi-disant antiterroriste. L'hypocrisie dépasse les bornes. Alors, Marielle de Sarnez, les terroristes des uns, c'est les combattants de la liberté des autres. Ça dépend d'où on se place. J'accepte évidemment pas ce que vient de dire Lavrov. Bon, il est dans son rôle. Il est du côté de Poutine dans cette affaire. Mais l'agression de Poutine, d'abord en Crimée, et puis la déstabilisation dans l'est de l'Ukraine, et puis peut-être demain dans d'autres pays proches de l'Union européenne, comme la Transnistrie, et peut-être d'autres encore pays, tout ceci, l'Europe ne peut pas et ne doit pas l'accepter. Et donc c'est un test aussi pour l'autorité de l'Europe. Qu'est-ce que risque la région s'il n'y a pas de désescalade, si ça continue? Enfin, on ne peut pas laisser avancer Vladimir Poutine et conquérir les territoires qu'il souhaiterait conquérir et mettre à mal la souveraineté des pays qui entourent la Russie. Nous ne sommes plus à une époque d'avant. Il faut que Vladimir Poutine comprenne que le monde a changé, y compris en Europe. Un tout autre sujet, Marielle de Sarnez, vous êtes chef de file de l'alternative Modem UDI en Ile-de-France. Oui. Vous allez faire campagne sur quoi exactement? Nous sommes des Européens. Nous sommes clairs dans la clarté, nous sommes dans la cohérence. C'est une grande différence avec, on va dire, les formations plutôt traditionnelles qui nous entourent et qui, eux, ont des problèmes à régler avec l'Europe qu'ils n'ont toujours pas réglés et qui veulent faire au fond de ce scrutin. J'ai entendu le chef de l'UMP dire « ce scrutin, il faut que ça soit un carton rouge pour Hollande ». Moi, je dis que ce scrutin, il doit concerner d'abord l'Europe et d'abord l'avenir de l'Europe. Une fois tous les 5 ans, c'est quand même pas trop que de passer un peu de temps
pour l'avenir de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous répondez à ces eurosceptiques qui seraient tentés de voter parti populiste, qui disent que l'Europe, elle m'a rien apporté à moi, regardez, elle ramène des travailleurs détachés, des Bulgares, des Roumains, moi je ne trouve pas mon boulot, elle m'a rien apporté à moi. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Je leur dis que nous avons une urgence, et je pense que nous devons mettre ça sur le calendrier des 5 années qui viennent, c'est la convergence sociale et fiscale au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire de faire converger tous les systèmes sociaux et fiscaux. Ça peut se décider, il suffit de le vouloir, et on peut le faire en 5 ans. Ça fait partie des propositions qui sont nos propositions. L'Europe, elle doit être là pour se recentrer sur l'essentiel. Elle doit être là pour apporter un plus de croissance, pour recréer de la croissance, pour recréer la croissance, favoriser l'emploi. Il faut qu'on se dote d'instruments, par exemple, pour permettre des investissements, pour recréer des grands géants européens comme l'a été Airbus en son temps. Il faut qu'on mobilise l'épargne européenne pour venir en soutien des petites et moyennes entreprises. Merci Marielle Par exemple, Dersarnès. on en reparlera parce que c'est plus on en long que ça. reparlera bien évidemment. Je signale à nos téléspectateurs votre livre, hein, Oui. donc l'urgence européenne pour une Europe plus intégrée. Plus efficace et Plus plus démocratique, démocratique. c'est le plus important. Il faut que Merci. l'Europe se fasse avec les peuples. Merci Marielle Dersarnès. Et maintenant, place au reportage et focus sur un parti, le PVV, le Parti de la Liberté de Geert Wilders, un parti populiste. Geert Wilders qui a fait scandale récemment en lançant à ses électeurs, vous voulez moins de Marocains? Eh bien, on va s'en charger. Eh bien, notre envoyé spécial, Marie Labatte, a rencontré Geert Wilders. Regardez son reportage. Donc je vous le demande, voulez-vous pour cette ville et pour les Pays-Bas plus ou moins de Marocains? Donc on va régler ça. Cette vidéo a fait scandale sur les réseaux sociaux. Vue par des millions d'internautes, elle montre Geert Wilders, le leader du PVV, au soir de l'élection municipale du 19 mars. Abominable. J'ai tout de suite trouvé ça abominable. Du savoir-vivre, il est obligatoire d'en avoir en tant que parti politique. Mais ce soir-là, il n'y en avait plus du tout. Il tient un meeting dans un café de La Haye et ses propos, jugés racistes, provoquent immédiatement un tollé chez les Néerlandais qui décident par milliers de manifester et porter plainte collectivement contre l'homme. Fait très inhabituel aux Pays-Bas, les médias, eux aussi, choisissent de sortir de leurs réserves. C'est très rare de la part des médias et aussi de mon propre rédacteur en chef qu'ils disent ouvertement que c'est allé trop loin. Ça tenait plus à la manière dont ça s'est passé. Cette façon de scander les propos, ce qui fait penser aux nazis. Pour certains membres du parti d'extrême droite, c'est la phrase de trop. 15 cadres décident de claquer la porte, et parmi eux le leader du PVV au Parlement européen, 2 députés de la seconde chambre, et Hank Schrerer, membre du gouvernement provincial d'Utrecht. Dit was mijn stoel. Mon siège. Pour 3 ans. Ik zat naast. J'étais assis à côté d'un membre du VVD, d'origine marocaine, Zoher El Yassini. C'était un mec comme ça. Die belde mij ook. Il m'a d'ailleurs appelé pour me féliciter, mais aussi pour m'adresser ses condoléances. J'ai été assis à côté de lui pendant 3 ans, on discutait et on rigolait souvent. Et lorsqu'il a appris ce qu'il s'était passé à La Haye, il m'a dit « Alors moi aussi, il faut que je parte ?» C'en était trop. Je ne pouvais plus rester au PVV. Geert Wilders, lui, ne regrette rien. Constamment entouré de ses 4 gardes du corps, l'héritier de Pim Fortuyn, assassiné en 2002 pour ses positions radicales envers l'islam, assume clairement ses propos. Quand j'ai dit cela, ce que je ne regrette pas du tout, beaucoup de citoyens et de médias néerlandais, qui sont pour la plupart libéraux et de gauche, ont fait la comparaison avec les événements de la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres choses. Et je comprends que ça puisse faire peur, mais du coup, quand ils ont compris ce que je voulais vraiment dire, quand ils ont resitué les choses dans leur contexte, eh bien on a repris des points dans les sondages dans les 2 dernières semaines. Dans l'un des sondages même, on est plus fort qu'avant cette fameuse soirée des élections municipales. Donc je suis très confiant. Le champagne qu'ont débouché la presse et mes adversaires politiques était un peu prématuré, parce que nous serons sûrement le premier parti des Pays-Bas au soir de l'élection européenne. En réalité, les sondages montrent que le PVV a bel et bien chuté dans l'opinion.
11% des personnes questionnées déclarent désormais que les chances pour qu'ils votent pour Geert Wilders ont diminué en raison de ces déclarations. En quelques jours, le PVV passe ainsi de favori à second parti du pays, au coude à coude avec le Parti travailliste et celui des conservateurs. Mais pour Laurent Chambon, politologue aux Pays-Bas, il s'agit bien d'un calcul stratégique. Il n'est pas du tout dogmatique, il est là pour gagner des voix et il est prêt à beaucoup de choses. Donc il n'y a pas longtemps, c'était beaucoup l'islamophobie. Ensuite, c'est l'Union européenne. On a eu les Européens de l'Est. Et à la limite, quel que soit le thème qui va arriver après, s'il sent qu'il y a quelque chose, il va sauter dessus. Donc à la limite, si on se retrouve avec une opinion publique néerlandaise qui devient à nouveau pro-européenne, il est capable à lui-même de redevenir pro-européen pour en tirer des avantages. Donc il ne faut pas sous-estimer sa plasticité. Aujourd'hui, la situation s'annonce donc compliquée pour le parti populiste, dans un pays où les coalitions sont courantes. Je me demande un peu quelle stratégie cherche à adopter Geert Wilders. Avant, il était un peu en réserve, mais ça c'est parce qu'il cherchait le compromis. Maintenant, il est tellement extrémiste que cela peut attirer des électeurs et le faire monter dans les sondages. Mais que peut-il faire de tout ça puisque plus personne ne veut travailler avec lui ? Fragilisé, le tapage médiatique autour de ses propos a aussi été révélateur d'une crise interne. Les anciens membres du parti parlent d'une organisation quasi dictatoriale où seul Geert Wilders pouvait décider de tout. De quoi émettre quelques doutes quant à l'issue des élections européennes aux Pays-Bas, élection pour laquelle le PVV n'a pas encore trouvé sa nouvelle tête de liste. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Front National. Oui. À vos côtés, mais pas forcément du même bord politique, Karim Zeribi. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Écologie Les Verts. Alors vous venez de voir ce reportage, Geert Wilders qui dit trop de Marocains, vous en voulez moins, on va s'en charger. Ça vous aspire quoi? Ça vous indigne ou vous êtes d'accord? C'est un reportage quand même un peu orienté, vous en conviendrez. Non, ça me paraît quand même assez révélateur de ce qui se passe un petit peu en Europe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on dissèque sur le point de savoir si telle ou telle chose a été dite de façon élégante, convenable. On a vu les images, si c'est pas oriental quoi. Est-ce que c'est politique? Non, mais les commentaires de vos collègues des médias, est-ce que c'est politiquement correct? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est un dérapage, etc. On ne se préoccupe pas du tout de la situation. Bon, le fond du problème, c'est, par exemple, est-ce que les Pays-Bas, qui sont un petit pays par l'effectif de la population, de 10 millions d'habitants, veulent continuer à recevoir une immigration massive qui, progressivement, évidemment, change la donne de la population et qui n'est pas contrôlée. Voilà, c'est un problème qui se pose dans d'autres pays de l'Union européenne, où la liberté de circulation qui était prévue entre pays européens s'effectue aujourd'hui à l'échelle planétaire. Moi, je respecte tout à fait les Marocains. Je respecte d'ailleurs tout à fait le droit du Maroc, et il l'a montré dans son histoire, par exemple, à limiter la présence étrangère. Un certain nombre de Français qui se trouvaient au Maroc avant l'indépendance et qui ont été priés ou qui ont été contraints d'en repartir. C'est le droit du Maroc, mais je considère que c'est le droit des Européens aussi de limiter aujourd'hui une immigration massive et totalement incontrôlée. Karim Zeribi, le problème c'est une immigration massive des Marocains en Hollande? Bien sûr que non. Pas seulement les Marocains. Et je ne crois pas que votre sujet soit orienté, je crois au contraire qu'il pointe véritablement le malaise dans la manière dont certains prétendent faire de la politique. Que l'on pose la question de l'immigration et que l'on débatte sereinement, rationnellement de ce sujet ne me choque aucunement. Et on peut parler de l'immigration comme on peut parler de tout autre sujet si on en parle sérieusement. En gros, si on regarde ce que l'immigration coûte, parce que l'intégration est une politique qui coûte, mais ce qu'elle rapporte aussi. En l'occurrence, votre sujet démontre que là, on a affaire à quelqu'un qui est totalement xénophobe, qui est totalement raciste et qui cible une population, qui ne parle même pas d'immigration, qui cible une population, qui la nomme les Marocains. Et en gros, vous voulez qu'on s'en charge. Alors que lorsque l'on sait quelle est l'immigration aujourd'hui donc hollandaise, elle n'est pas simplement marocaine, elle vient aussi, elle est intra-européenne, elle vient des pays de l'Est, elle est turque, elle est d'Indonésie à l'origine, il y a beaucoup de Surinamiens. Donc je veux dire, la réalité, c'est qu'il a ciblé une population et derrière, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais qu'on sent bien. Marocain dit musulman, musulman dit islam. Et donc là, effectivement, il déroule. Moi, je suis plutôt rassuré de voir que ce monsieur ne représente pas les Européens et qu'en Hollande, ils se sont indignés
dans la manière dont il prétendait vouloir poser le débat sur l'immigration, que l'on débatte d'immigration sérieusement. L'Europe est vieillissante, on le sait. Et sur le plan de la démographie, on a besoin aussi de jeunesse, on a besoin de souffle, on a besoin d'élan, on a besoin de dynamisme. Et ça ne peut provenir aussi que de l'immigration. Chaque grande nation le dit, chaque grand continent l'indique. Alors après, il s'agit quel type d'immigration, quel processus d'intégration. Parlons-en sérieusement. Et alors là, effectivement, je crois qu'on peut tenir un vrai débat sur ces questions qui sont des questions sérieuses. Vous disiez, ce monsieur ne représente pas les Européens. Bien sûr que non. Le Front National veut s'allier avec M. Gerd Wilders. Le Front, ce qui est un drame, très significatif. Le Front National. Si vous voulez vous allier avec lui, je trouve quand même qu'il y a un profond malaise. Reconnaissez-le. Merci, monsieur. Non, mais reconnaissez-le. Monsieur Zérémy, vous préoccupez est-ce que vous sentez proche de la question de nos alliances. Est-ce que vous sentez Je me sens proche de M. Wilders sur les questions européennes. Et c'est ce qui me suffit que M. Wilders s'exprime, où qu'il est. Mais enfin, on voit bien que c'est une phrase prononcée. Vous n'allez pas dire malheureuse, attendez, prononcée à l'issue d'un meeting dans une municipale, dans une municipale où je suppose qu'effectivement l'immigration néerlandaise, comme vous dites, qui n'est pas seulement marocaine, c'est très vrai, qui est indonésienne, qui est surinamienne, qui est bon. Le fond du problème, c'est qu'il y a une majorité aujourd'hui, enfin en tout cas un très grand nombre de Hollandais, qui disent ça suffit. Voilà. Et je pense que c'est leur droit. C'est quoi C'est le droit. Mais c'est le droit. Attendez. Soyons clairs. Qu'est-ce qui suffit? Ça veut dire, nous avons, et c'est aussi ce que pensent beaucoup de Français, nous avons accueilli beaucoup de personnes d'origine étrangère. Nous avons des difficultés économiques. Il y a en ce moment 5 millions de chômeurs. Par conséquent, si nous continuons... Donc il faut trouver un bouc émissaire à la crise. Non. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, si nous continuons... Non. Si nous continuons à ouvrir nos frontières, ce sera nécessairement à des personnes qui ne seront pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Cela coûte de l'argent aux contribuables français. Cela coûte une fortune, quoi que vous puissiez en dire. Et ça ne rapporte jamais. L'immigration ne rapporte pas, M. Golnisch. Si, quand ce sont des étrangers qui travaillent. Mais vous savez que la plupart du temps, ce sont quand même ceux-là dont on parle, qui paient des impôts, qui n'ont pas encore le droit de vote aux élections locales, qui consomment, et donc qui sont quand même en puissance et qui font fonctionner l'économie. Vous le savez quand même. Vous ne pouvez pas nier ça. Attendez, si je nie que ce soit le cas, je nie que ce soit le cas. L'immigration ne fait que coûter. Monsieur Zébi, si vous faites les questions et les réponses, on ne pourra pas dialoguer, n'est-ce pas? Bon, je nie tout à fait que ce soit le cas de l'immigration actuelle. L'immigration actuelle, celle qui vient, par exemple, pour sortir de la querelle sur les Marocains, celle qui vient d'Europe orientale, celle qui vient des Roms, par exemple, eh bien, nécessairement, ne peut pas trouver les conditions d'un travail en France, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs en France. Vous voyez le malaise? On parle des Marocains au départ, et on voit bien comment, effectivement, le débat de vie... Ce n'est pas le problème d'une population, vous avez tout à fait raison. Mais Wilders l'a ciblé, l'a pointé du doigt. C'est son droit. Mais c'est notre droit de dire qu'on est outré, scandalisé, indigné, c'est aussi notre droit. C'est votre droit. Et derrière, M. Golnisch nous parle... C'est au peuple hollandais de trancher. C'est au peuple hollandais de trancher ce débat. Derrière le sujet des Marocains, M. Golnisch nous parle des Roms, qui est un sujet qui est totalement, je dirais, opposé. Les Roms sont des Européens aujourd'hui. M. Golnisch devrait le rappeler. C'est vous qui faites des différences ethniques. Mais non, mais pas du tout. Si, c'est vous qui faites des différences. Moi, je dis que les Roms ne sont pas des immigrés. C'est ça que je veux vous dire. Ce sont des étrangers. Ne faites pas croire n'importe quoi aux Français. Ce sont des étrangers qui entrent sur notre territoire et dont je pense qu'ils ne devraient pas y entrer. Ce sont des Européens qui n'ont pas besoin de titre de séjour, contrairement... Pour passer à autre chose, Monsieur Zérémy, est-ce que la majorité présidentielle... À cause des traités que vous avez votés, ils n'ont pas pas besoin de titre de séjour. C'est pas le traité, c'est pas le sujet de Wilders. Mais le sujet général, au-delà des Marocains, c'est est-ce que les peuples européens ont le droit de préserver leur identité, y compris leur identité culturelle, leur identité ethnique, n'ayons pas peur des mots, leur identité économique. Golnisch a peur que les Européens perdent leur identité, perdent leur religion, soient envahis par l'islamisation. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Est-ce que la majorité présidentielle dont vous faites partie, elle n'est pas un peu responsable un peu de cette montée du populisme en Europe, avec ces histoires de travailleurs détachés, ces travailleurs roumains, bulgares qui viennent travailler pour 3 francs 6 sous? Ce n'est pas un problème d'immigration. C'est un problème effectivement d'harmonisation sociale. La question des travailleurs détachés. Si nous avions les mêmes règles sociales, nous n'aurions pas de problème de travailleurs détachés. La directive détachement des salariés, c'est que nous payons, nous, des charges sociales et patronales qui sont beaucoup plus élevées pour un salarié français que ce que l'on ferait si on prend quelqu'un des pays de l'Est en payant des charges du pays d'origine. Donc c'est un vrai problème social. Mais
Ne transférons pas d'un problème social, qui est un problème sérieux, qui est un problème... Attendez, M. Goni, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup parlé de salaire minimum européen, de fiscalité européenne, qui sont des sujets sérieux, de mécanismes, effectivement, d'harmonisation sociale et fiscale. Ne dérivons pas de ça à effectivement une politique du bouc émissaire de l'immigré. Ça, effectivement, c'est un transfert qui est facile, c'est une instrumentalisation qui fonctionne. Et permettez-moi de vous dire que très rapidement, monsieur Bourdali, je te répondais. Permettez-moi de répondre. Monsieur Zerébi dit lui-même, ce sont des questions sérieuses. Alors répondons-y sérieusement. Ce sont des problèmes qui sont liés, car c'est un problème qui résulte du fait que la France, entre autres, comme d'autres pays européens, de l'Europe occidentale, n'est plus maîtresse de ses frontières. Par conséquent, elle reçoit et des personnes venues d'autres continents et des personnes venues effectivement de pays d'Europe qui pratiquent encore le dumping social et qui transfèrent leur système de sécurité sociale, se livrant ainsi à leur corps défendant. Je n'accuse pas ces malheureux, j'accuse les responsables politiques et économiques français, dont vous êtes d'ailleurs. Et attendez, je termine juste, ce dumping social dont sont directement victimes les ouvriers et les travailleurs français. La différence entre M. Golnisch et moi, c'est qu'il nous fait croire, il veut faire croire aux Français, qu'on pourra effectivement ériger à nouveau des frontières, ce qui est totalement infaisable. Et mon combat à moi, c'est effectivement une Europe sociale, une Europe du salaire minimum, une Europe qui doit aujourd'hui converger vers l'harmonisation sociale. Ce qu'il nous propose est infaisable. Vous êtes anti-européen? Je suis totalement hostile à l'évolution désastreuse de l'Union européenne, qui empile aujourd'hui les réglementations. Rien qu'aujourd'hui, on a voté ou débattu de 61 textes différents qui sont... C'est un véritable poème à l'après-vert. Nous empilons les régulations, les règlements, les contraintes bureaucratiques, fiscales et de toute nature, cependant que nous ouvrons les frontières sans contrôle à la concurrence de produits qui sont fabriqués dans des conditions d'esclavage dans les pays du tiers-monde, aux flux financiers qui mettent la main sur ce qui nous reste d'appareils productifs et effectivement au flux de personnes. Ce dogme de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux a des effets désastreux pour les Français. Si je suis contre l'association de boulistes, je ne vais pas adhérer et payer une cotisation. Les gens de bonne foi pourraient vous poser la question la suivante. Pourquoi vous faites salarié par l'Europe en tant que député européen si vous êtes contre l'Europe? Si l'association de boulistes prétend précisément décider du point de savoir qui vous devez recevoir chez vous, à quelle heure vous devez sortir, prélever une cotisation alors que vous n'êtes pas intéressé par jouer aux boules, effectivement, vous allez vous intéresser de très près à l'association de boulistes. C'est très exactement ce que nous faisons, parce qu'il faut bloquer cette machine qui est devenue vraiment une machine folle. S'il vous plaît. La différence, très rapidement, entre M. Golnisch et moi, il est anti-européen. Il veut effectivement être fait à l'Europe et ça n'est pas possible. Et moi, je veux changer l'Europe. Je veux réorienter l'Europe. Je veux une Europe plus juste, une Europe de la solidarité et de l'harmonisation sociale. Je crois que le premier sujet de la mandature, oui, mais il faut se battre. Il faut des eurodéputés de mettra pas d'accord, en tout cas, on vous réinvitera pour en débattre. De combat pour une Europe sociale. Merci messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça fait 2 ans que j'y suis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires.